Je parle de mon frère, Brice Oligui Nguema, le jeune président élu du Gabon. S'il ne fait pas attention, il va passer comme les autres. Parce qu'à un certain moment, il va se rendre compte qu'il a tellement de rêves, il a tellement un projet sociétal pour son peuple, et que son pays produit des possibilités de résoudre tous les problèmes. L'Arabie Saoudite de l'Afrique, le Qatar, les Émirats Arabes de l'Afrique, c'est le Gabon, c'est la Guinée, c'est le Cameroun. Il se rend compte que non, je n'ai pas assez de moyens alors que je produis. Le peuple commence à se réveiller, le peuple commence à se poser des questions. Alors il va se dire, il va falloir que je change de politique. À partir de ce moment-là, on va l'esquinter. Je vous fais un petit rappel. Je fais une publication juste après la sortie d'Ali Bongo. Ali Bongo est en train d'aller inaugurer l'usine, je pense que c'était l'usine de l'huile de palme, quelque chose comme ça. Ce n'était pas l'usine de tomate, c'était l'usine de l'huile de palme. Alors dans l'interview avec les journalistes français, il dit qu'il est en train de diversifier les partenariats. Erreur fatale. Erreur fatale. Parce que ces gens-là, pour eux, ils ont fabriqué Ali Bongo. Après la mort de son père, c'est Sarkozy qui est venu l'installer. Comme d'ailleurs, Macron l'a fait au Tchad. Donc pour lui, Ali Bongo est leur chose. Le Gabon est leur propriété. Donc, penser que je vais diversifier les partenariats, les partenaires pour le Gabon, machin, tout. Non, 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 non. C'était mal passé. Quelques temps après, il y avait un documentaire organisé par les journalistes, les agents criminels des journalistes d'une télévision de ce pays-là. Ils sont venus interviewer Ali Bongo chez lui. Ali Bongo les a amenés, les a ouverts. Je me rappelle même ce jour-là, il avait même chassé ses conseillers. Il dit que voilà, les conseillers, bon, comme ça, les conseillers, vous devez sortir pour que je sois plus libre, je ne veux pas être influencé. Tous les conseillers étaient sortis. Il est resté avec les journalistes français. Pendant que Ali Bongo faisait l'interview, ils ont donné l'argent à un individu là, un Durungama, de son entourage, pour aller filmer les voitures d'Ali Bongo au parking, au garage. Et plus précisément de l'intérieur d'un garage au sein de la Cité de la Démocratie à Libreville. Ce sont des voitures qui appartiennent à l'État gabonais et notamment à sa présidence. Des dizaines de clichés que nous avons reçus et vérifiés. Vous le voyez, il s'agit de voitures de grand luxe, des Ferrari, des Rolls-Royce, des Mercedes haut de gamme. Autant de véhicules payés sur les deniers des contribuables gabonais. Nous avons également reçu et publié sur notre site internet un contrat d'achat de véhicules, toujours par la présidence. Ce document date de janvier 2010, soit 4 mois après l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo. Il montre qu'en une seule commande, la présidence s'est procurée pour plus de 14 millions d'euros de véhicules de luxe, certaines de ces voitures avoisinant la coquette somme de 500 000 euros. Nous avons bien entendu contacté la présidence gabonaise pour savoir si elle souhaitait donner un commentaire sur ces images. Pour l'instant, elle n'a pas souhaité réagir. Alors, Ali Bongo les prend, conduit, il traverse des marchés, Ali est partout, Ali à gauche, Ali à droite. Ali Bongo les prend également et les amène à Londres. Il enregistre son album. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image, acheté 30 millions d'euros, mais à une adresse mythique. Le studio Abbey Road, celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible? Oui, vous avez le temps de tout faire? Quand j'ai un petit peu quand même de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, moi je compose.
Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Thank you everyone. We really appreciate this session. This last number is based on a fusion of different rhythm in our country, in Gabon. We really wanted to put all that together, with you in the background. So thank you again. Coût total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 €. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns pris en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. À peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain, a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Maybach, des BMW, des Rolls-Royce, les plus chers des Mercedes, et donc des véhicules qui pouvaient monter comme cette Maybach à 496 000 €. Et au total, on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Elle a créé la fondation Sylvia Bongo. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. Plaisir. Et moi donc, ça donne envie de revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongo est le shopping. Place Vendôme. Tracfin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongo a dépensé 1 million d'euros à Paris, dont 132 000 € chez le joaillier Van Cleef et 144 000 € chez Hermès. Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. 2 ans plus tard, Ali Bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique, un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous, on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que non, vous avez officiellement, il n'est pas encore créé. Officiellement, il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts, alors, vous avez déjà transféré combien d'argent? Mais je trouve c'est un peu délicat comme la question que vous me posez là, parce que moi j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation-là. Mais vous allez vraiment le faire? Bien, vous savez, ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier-là. Nous n'avons pas encore totalement clôturé. Une succession compliquée, surtout avec 53 frères et sœurs. Pas facile d'être l'héritier d'Omar, ce père qui a si souvent humilié son fils aîné. Ces gars-là vont écrire
les dépenses qu'Ali Bongo fait, il les a menées partout. L'émission se passe très bien. Le documentaire est très bon. Maintenant, ils prennent le documentaire, ils amènent chez eux, en France, pour faire le montage. Mais la dernière partie du documentaire, ils vont prendre des Français quelque part, disait-il, sont des anciens camarades d'Ali Bongo. Méthode de neutralisation et d'assassinat médiatique, destruction mentale. Ils mettent le rouleau compresseur en route. Ils vont ramasser des vieillards, je ne sais pas où, ils disent qu'ils sont des camarades d'Ali Bongo. Et qu'Ali Bongo a échoué le bac. Son père, proche des dirigeants français de l'époque, avait négocié, avait payé pour utiliser son passe-droit pour que son nom soit parmi les diplômés. Alors que dans le journal officiel et définitif de cette année-là, son nom n'y figure pas. Ils ont bazardé ça partout. Ce n'était pas tout. Manuel Valls, premier ministre de l'époque, vient sur un plateau télévisé d'un journaliste là très populaire. Je ne sais pas si on ne peut pas plaire à tout le monde ou quelque chose de ce genre-là. Il dit sur ce plateau-là qu'Ali Bongo n'avait pas été élu. Ali Bongo est en fonction. Ce premier ministre-là est aussi en fonction. Il vient dire qu'Ali Bongo n'avait pas été élu. Ce ne soit pas une bonne idée, parce que c'est surtout pour faire un clin d'œil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient, qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression. L'émission de Laurent Ruquier est diffusée sur France 2, mais aussi sur TV5 Monde par satellite. Voilà, c'est une info comme une autre. Voilà, désormais nous le saurons. Mais Manuel Valls le savait-il? Mais répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire, Ferrari interroge le Premier ministre sur cette image d'Ali Bongo présent pendant la marche du 11 janvier. Simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites en fait. Vous posez une question et vous nous perdez. Mais répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire, au milieu de tous les autres Laurent Fabius, c'était le 15 février, au Gabon, à Libreville. Et je voulais simplement vous demander, est-ce que vous estimez que l'élection à la présidence du Gabon d'Ali Bongo, c'était le 30 août 2009, a été truquée? Non, pas comme on l'entend. Je ne sais pas si elle a été truquée, mais en tout cas, elle n'était pas dans les critères de ce qu'on peut appeler des élections démocratiques. Voilà ma réponse. Surtout, un autre Africain élu, lui. Simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites en fait. Vous posez une question et vous nous perdez. Et surtout, un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Pas comme on l'entend. D'accord. Voilà, il est genre 2h du mat, on est sur France 2. Cet échange aurait pu rester entre nous, mais je viens de vous le dire, on est en 2016 et il y a des satellites. Pas comme Moubele Boubeya, comme nous vous le disions, qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le ministre de l'Intérieur, bonsoir. Ne me dites pas que le ministre de l'Intérieur gabonais regardait Ruquier à 2h du mat samedi soir. J'ai suivi cette actualité et cette intervention du Premier ministre français donc sur les chaînes françaises et lors d'une émission très tardive. Oh, ça va, il était 2h du mat, ils étaient claqués, certainement un peu bourrés. Ça va. Et surtout, un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah, parce qu'il n'est pas élu, Ali Bongo, finalement? Non, pas comme on l'entend. D'accord. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a rappelé donc au Gabon notre ambassadeur en France donc pour consultation. Le président Ali Bongo a l'air d'être un peu susceptible, non? Le Gabon a rappelé son ambassadeur suite à cette phrase de Manuel Valls sur le plateau de Ruquier à 2h du mat. Rappeler son ambassadeur, ça n'est pas rien. En traduction diplomatique, ça équivaut à un... Je mets mon poing sur la table. C'est ni plus ni moins qu'une crise diplomatique entre la France et le Gabon. C'est le pas comme on l'entend qui passe pas. Mais en même temps, ne nous voilons pas la face, Ali Bongo a été élu en 2009 dans des conditions... Bon, comment le dire sans froisser Ali Bongo qui peut-être nous regarde? Comment dire? Comment parler de cette élection? Est-ce que vous estimez que l'élection à la présidence du Gabon d'Ali Bongo, c'était le 30 août 2009, a été truquée?
Elle n'était pas dans les critères de ce qu'on peut appeler des élections démocratiques. Voilà ma réponse. Voilà, comme ça, voilà. Une élection contestée, donc. Et pour la petite histoire, Ali Bongo succédait à son père, Omar Bongo, qui lui est resté au pouvoir, écoutez bien, de 1967 jusqu'en 2009, soit 42 ans. Mais répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour la liberté d'expression? Ce que je veux dire, non, pas comme on l'entend. Donc, la méthode de destruction avait déjà été mise en place. Il fallait le finir. Résistant, il résistait toujours, mais prenant pas beaucoup de précautions. Ici, aux États-Unis, à New York, on essaie de lui faire comprendre que, grand frangin, fais gaffe, tu es sur la sellette. Chaque fois que tu commences à dire ça à un président africain, tu deviens son ennemi tout de suite. L'argent rend fou, l'argent rend bête, arrogant, prétentieux. Il ne regardait que lui, ses pompes, ses chaussures, ses voitures, ses costumes, ses tatates. La suite, nous la connaissons. Nous connaissons la suite. Il a été mis de côté, malade. Vous allez apprendre ici que sa femme-là a été libérée. Il n'a rien à faire parce que le président actuel ne peut rien contre cette femme-là. Elle a beaucoup d'argent et ces gens-là ne vivent que de l'argent, du sang et des biens des Africains. Ils vont la libérer. Et c'est donc comme ça qu'ils ont tué tous nos présidents. Tous nos présidents ont été tués comme ça. C'est comme ça qu'ils ont donc tué tous nos présidents africains. Où tu es avec eux, tu agis contre ton peuple. Dès que quelqu'un tente de se lever, on te donne les armes, on te dit voilà, tu as été élu, tu as le permis de tuer. Tue tout de suite. Empoisonnement, assassinat, agression, tu dois mourir. Même par accident d'avion, on met un missile quelque part, la pompe t'explose. Ça continue. Regardez ce qu'ils ont fait au Rwanda. Regardez, c'est 1 million de morts. Et quand le Rwanda s'est détaché de ces gens-là, le Rwanda a pris l'envol. Le Rwanda se sentant de plus en plus détaché de ces gens-là, ils sont encore allés déclencher ailleurs. Regardez le Rwanda et le Congo, toujours des morts. Comment pouvez-vous m'expliquer que deux pays aussi riches, le Rwanda et le Congo, se battent dans leur propre pays pour que les étrangers viennent se nourrir, viennent se ravitailler? Comment pouvez-vous expliquer que dans le pays de Sassou Nguesso, les gens souffrent. Tout ce qui est important là-bas, c'est la sapologie. Pendant ce temps, les gens s'en bat le record. La pauvreté bat tous les records. Alors que dans ces pays-là, c'est le siège social de toutes les richesses que Dieu a voulu nous doter. Dès que tu n'es pas d'accord, on t'élimine tout de suite. Dès que tu exprimes un ton différent, ils ont réussi à faire de vous, nos parents, vos adversaires idéologiques. Vous avez abandonné vos enfants à l'extérieur. Parce que ces enfants-là vous disent la vérité. Papa Paul, voici comment ces gens-là t'utilisent. Voici ce qu'ils font. Voilà comment ils t'humilient. Regardez le documentaire de Paul Biya en Suisse. Paul Biya est entouré, sa femme entourée des Suisses. Là où on a tué l'un de nos compatriotes, empoisonné par un Français en Suisse. On t'oblige que non, c'est là-bas que tu dois partir. Si tes enfants essaient de t'expliquer que non, monsieur le président, ce que tu vois là, il y a un piège derrière. Voici ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Non, tu ne peux pas. Parce que réfléchir comme nous m'a réfléchi, ceux qui sont autour du président de la République du Cameroun, ils vont lui faire comprendre que non, Nouma ne t'aime pas. Pourquoi ils vont lui dire ça? Parce qu'ils veulent préserver leurs acquis. Il suffit de regarder un autre assassinat, l'assassinat des enfants du président Paul Biya. Il n'est pas différent de l'assassinat de notre compatriote opposant politique qui a été tué en Suisse. Il est mort. Brenda, on l'assassine, elle est vivante. Dans le même pays. Dans le même pays. Personne n'apprend rien. On tue Paul Biya. Politiquement, on le tue. C'est écrit partout dans les journaux. Un président qui vit à l'étranger, mais gouverne un pays. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur
du président, l'honneur et de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon, d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, le roi a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé, la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? C'est voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Mouvoudai. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Mouvoudai, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, c'était les sandales et un t-shirt posé sur le lit sur lequel il venait souvent dormir à Mouvoudai. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Et Hollande est content de venir s'asseoir, qu'on écrive que c'est Hollande qui a chassé Biya pour lui faire comprendre qu'il y a eu des morts chez toi, 1000 morts à Ezeka, rentre chez toi. Qui gagne les points? C'est Hollande qui gagne les points d'avoir chassé M. Biya. Alors qu'on a fait croire à M. Biya que voilà, tu peux rester en France, hein, tu pars à la bolle, tu restes là-bas, tu peux gouverner le Cameroun, rien n'arrivera. Mais c'est les mêmes personnes qui vont le chasser. Non, non, va chez toi, il y a eu un accident. C'est les mêmes personnes qui vont lui dire, voilà, pour être reçu par Hollande, tu dois passer par Thomas Fabius, un bandit. Un bandit. Les Camerounaises et les Camerounais font des mois, des années, sans voir leur propre président, incapable de serrer sa main. Certains ministres même le rencontrent à l'aéroport. Mais un bandit de casino, le président est debout, il attend. Pour recevoir un bandit, la chosification. La chosification. Chosifier nos présidents. L'humiliation. L'infantilisation. La matérialisation. Nos présidents deviennent comme des choses. Alors quand tu as lu ça, tu observes, tu te dis, voilà, moi, il va falloir que je réfléchisse autrement. Comme Donald Trump l'a fait. Ils n'ont pas vu Donald Trump venir. Paf, tout de suite, on dit que non, ça c'est un danger pour nous. Il faut l'éliminer. Mais comme Dieu est Dieu, vous allez tuer tout le monde sauf celui-là. Regardez ce qu'ils ont fait en Ukraine. Devant tout le monde. Vous savez que vous avez une puissance. On met même l'arme nucléaire de côté. Parce qu'ils ne l'utilisent pas encore. La Russie, une puissance de haut vol. Mais vous tuez les gens. Vous tuez, vous vous amplifiez, vous volez, vous tuez. Pour revenir par la suite, commencer à parler de paix. Et vous, vous n'apprenez rien. Vous, nos parents présidents africains.
Et vous me traiterez ici d'un enfant méchant, d'un enfant qui ne vous aime pas. Je vous aime beaucoup, vous le saurez quand vous ne serez peut-être plus au pouvoir. Quand vous ne serez plus aux affaires, que vous allez comprendre quel amour que j'ai pour vous. Alors, parlons de ce président terroriste criminel de la Syrie. De relever les crimes que ce monsieur-là a fait en tant que terroriste. Personne ne parle. Mais vous allez les entendre parler sur ce qui se passe en Afrique. Parler de Bokassa, parler de Paul Biya, parler de Sassou Nguesso, parler de Driss Déby, parler de Bongo. Confisquer les biens des gens, confisquer les biens d'un pays pour aller s'acoquiner avec des tueurs. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils considèrent les mêmes tueurs au même titre que les présidents africains. Ouais, Jean-Paul Ndongo. J'en parlais tout récemment avec mes grands frères Camille et Sébastien Fouda de l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants m'inquiète. Le futur m'interpelle. Il faut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. En Occident, les parents travaillent pour leurs enfants. En Occident contemporain, les souverains prévoient les lendemains certains. Mais dans notre continent africain, nous sommes embourbés dans le parasitisme inhumain comme un îlot malsain. Et pourtant, nos parents, voire grands-parents, je veux dire certains chefs d'État africains, sont liés par le nœud gordien du maître blanc. Ils ont fait les études chez les blancs. Ils ont pris les postes des colons blancs et sont devenus surpuissants et tout-puissants, partisans parfois avec Satan. Leur bilan est souvent alarmant. Et en bon feignant, ils dilapident les richesses du continent. Et tout soulèvement est réprimandé sévèrement par des emprisonnements abusifs. Ouais. Mes petits frères, mes frères étudiants, taximans, paysans, les opposants sont traités alors comme des contingents de chiens, flânent au trottoir comme des vauriens. Leur avenir, c'est devenir Feman. Bayam Selam. Et encore le Feman. C'est une histoire. Connaissez-vous la différence entre un Feman et un ministre qui finit mal? Mes chers, c'est que le Feman construit dans son pays et le ministre construit en exil. Quel malheureux. Mais les enfants de ces grands sont admis dans les écoles des grands. L'entrée à l'ENAM est conditionnée par l'argent. Il ne suffit pas seulement d'être un étudiant intelligent. Les sauveteurs n'en sont pas moins méritants. Mais sans argent, ils sont au banc d'éternel remplaçants. Nos princes régnants nous ont conduits à l'extrême dénuement durant le siècle précédent. Le néocolon noir et son complice ont ruiné et ruiné le peuple noir. Le continent noir n'a de place que dans les thés noirs. Des gens qu'on fabrique pour détruire, qu'on instrumentalise, on te donne une casquette. Tu es un président élu, tu es un président de transition. C'est eux qui donnent les noms de qui est terroriste et de qui n'est pas. Vous allez combattre Assimi Goïta, vous allez combattre Ibrahim Traoré, vous allez les appeler des pushistes, alors que tu embrasses un terroriste qui a tué des gens. Mes chers compatriotes africains, je ne parle pas ici parce que je suis trop fort. Je parle tout simplement parce que je suis courageux. Et ce courage-là, ce n'est pas une spécificité à moi, Nouma Patrice Freeman, non. Tous les Africains sont courageux. Mais chacun sait à quel moment il déclenche son courage. Nous, depuis 32 ans, moi qui ai été formé en France là-bas, j'ai vu, j'ai regardé. Je me suis dit que si je restais même en France pour parler là, c'est la capitale de tous les pays africains, je n'aurais pas eu la même liberté. J'aurais été persécuté comme certains qui sont en France en ce moment, persécutés nuit et jour. J'ai choisi ce pays pour venir ici, vous parler. Parler à mes parents africains. Je ne vous déteste pas. J'ai peut-être cette aptitude-là à vous dire des choses avec des mots qui ne sont pas faciles à digérer, mais avec des mots porteurs de vérité, pour votre intérêt, pour notre intérêt. Pas parce que je vous déteste, non. Ces gens-là ne sont pas nos amis. Ils n'aiment même pas leurs propres compatriotes qui sont comme eux. Souvenez-vous de ce que Chirac a fait en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que Chirac a fait tuer 9 Français
parce qu'il voulait inculper Gbagbo. Allez lire l'histoire, cette histoire-là. À l'époque, c'était avec la complicité de Dominique de Villepin. Vous qui avez perdu la mémoire. Allez lire cette histoire. 9 Français ont été bombardés par des pilotes étrangers, envoyés en mission par la France, bombardés parce qu'on voulait accuser le président Gbagbo. Malheureusement, Gbagbo est encore vivant parce que Dieu est grand. Regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Je pense que c'était l'hôtel Ivoire, où ils ont tiré à bout portant sur des Ivoiriens. Tiré comme ça à bout portant, classé sans suite. Aucun président ivoirien ne peut se lever parce que tu es président en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui t'ont amené là-bas. Si tu es un président élu, tu finiras à la Cour pénale internationale. Tu es un président élu par ton peuple. Ça veut dire que tu vas appliquer. Alors, l'emprisonnement de Gbagbo par les Nations Unies qui ont cautionné ça. Et c'est les mêmes Nations Unies aujourd'hui qui disaient à Emmanuel Macron qu'il peut recevoir un terroriste qui a tué des millions de personnes. Les gens ont perdu leur vie. Vous comprenez donc pourquoi ce machin-là, ce qu'ils appellent les Nations Unies, il faut sortir de là. Vous, chef d'État africain, vous devez sortir des Nations Unies, vous devez créer votre organisation, vous devez sortir de la Cour pénale internationale. Sortez de là, sortez. Vaut mieux qu'on vienne vous arrêter chez vous et arrêter avec tout le peuple. Parce que si vous travaillez pour vos peuples, le président Donald Trump a dit le monde n'appartient pas aux globalistes, aux mondialistes. Le monde appartient aux patriotes. Si vous travaillez pour vos peuples vont vous protéger. Personne ne peut venir vous toucher. Alors si vous délaissez vos peuples pour nourrir ceux qui vous ont amené là, quand vous n'êtes plus d'accord avec eux, vos peuples vont dire non, non, venez le prendre, prenez-le, amenez-le. Sortez de là. Nous allons vous aider. Je vais me battre par tous les moyens pour que Paul Biya ne soit plus humilié comme ce que j'ai vu là. Ça, c'est l'exemple ultime. Oui, monsieur. On ne peut pas avoir mieux. Sarkozy l'a fait. Ceux qu'ils ont financé pour tuer Kadhafi, Sarkozy les a reçus au palais. Avant d'aller bombarder Kadhafi, il les a reçus. Ils sont sortis comme des opposants à Kadhafi. C'était des terroristes financés et accompagnés par un autre là, qui est écrivain, qui court partout sur les plateaux de télé, vous connaissez son nom. Sarkozy, il les a reçus. Alors, chez les présidents français, tuer les présidents africains, c'est comme chaque fois que tu pars à la chasse, il faut que tu rentres avec un trophée. Chaque président français a tué un ou plusieurs présidents africains pour se sentir avoir été en mission. Tuer les Africains et tuer leur président. Et jusqu'à quand allons vous dire ça? Quand on vous dit ça, c'est qu'on vous déteste. Quel est l'Africain qui va être fier de voir son parent être tué, humilié comme ça, alors que nous connaissons la vérité? On vous montre contre vos enfants. On vous montre contre vos femmes. On vous montre contre vos filles. Les présidents français qui sont dans la prostitution, dans l'infidélité, c'est écrit partout. Un président français est allé coucher avec la femme d'un président africain. Bokassa, vous connaissez l'histoire. Encore que celui-là, c'est le seul que nous connaissons. On ne sait pas les autres. Et quand tu vas expliquer ça, tu dis non. Ils ont donc tué la fille de Paul Biya devant lui. Devant le président Paul Biya, on a tué tous ses enfants. Le prestige d'aller rester dans un hôtel. Le prestige d'aller se soigner chez des gens. Alors que tu as des moyens. Combien de fois avez-vous vu le président sud-africain aller se coucher dans un pays pour se faire soigner? Combien de fois? Tu condamnes l'homosexualité dans ton propre pays. On prend ta fille devant toi. On te fait asseoir sous la pluie. L'humiliation ultime. On prend ta propre fille. On va l'exposer. On dit non, celle-ci là, elle va devenir l'égérie de sodomifiant. Pendant que Donald Trump, qui n'avait été jamais dans ce club de sodomifiants, arrive et il dit que je ne veux plus ça ici. Ici, c'est l'homme et la femme. Là-bas, comme ils savent qu'ils tiennent Paul Biya pas des couilles, ils disent non, ta fille, c'est elle qui va être là. Alors qu'il y a des intellectuels camerounais qui ne passeront jamais dans le Parisien. Ils ne passeront jamais à la télévision française. Mais pour dire des choses débiles qui n'ont pas de sens, non, on trouvera tout de suite une qui va parler. La fille du président. La fille du président Paul Biya. Le sage d'Afrique. Le fève. On va le faire asseoir sous la pluie. On met un plastique sur la tête. Il est assis là. Un sage d'Afrique. Un parent. Pendant ce temps, la même cour que ce président-là traverse pour y aller, ce sont les terroristes qui vont aussi là. Quelle est la différence entre vous? Quelle est la différence? Voilà donc comment on tue tous les jours. On humilie chaque jour, chaque minute qui passe. Alors, ces gens-là, ils poursuivent, ils disent, voilà, tous parlent des minorités, attaqués en Syrie, mais refusent de parler du passé terroriste de ce monsieur-là. Tous, parlent
des minorités, les minorités qu'on tue en Syrie. Personne ne parle des Français qui sont tenus prisonniers là-bas, qui servaient ce monsieur pour tuer les gens. Personne ne parle du passé de ces criminels. Mais ils vont te parler d'Assimi Goïta, de Paul Biya. Ils vont te parler de Traoré. Ils vont te parler de Tiani. Mais ils ne te parleront pas du passé terroriste de ce type. On précise très bien que l'Élysée propose son aide pour la reconstruction du pays. Une main tendue, vue d'un bon oeil, même par la France insoumise. J'ai pris soin de noter ça. Une main tendue, vue d'un bon oeil, même par la France insoumise. Voici ce que dit la France insoumise. Un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad. C'est une bonne idée d'inviter un président. D'inviter ce président terroriste. Vous comprenez? Cette fille qui a parlé cette phrase-là, il faut la voir au Parlement français. Comment elle pète, comment elle est volcanique. Les propos sont violents. Elle demande que c'est très bon d'inviter un président terroriste. Parce qu'ils ont chassé Bachar el-Assad. Ils prennent un terroriste qui a tué les Français, qui a tué les Syriens, qui a tué des humains et qui détient encore des Français prisonniers que Macron refuse de prendre. Alors que ces Français-là ont été envoyés en mission par eux. Oui. Quand vous voyez donc un jeune arabe en France assassiné ou arrêté, on dit qu'il est fiche S. Non. Tu ne peux pas être fiche S et aller commettre des crimes. Tu es surveillé à la loupe parce qu'on t'écoute. Non. Quand tu entends qu'un jeune a été tué, c'est qu'il a été envoyé en mission. Alors comme sa mission est terminée, on le tue pour qu'il n'en parle plus un jour. Voilà comment. Alors ces gens-là vous précisent très bien ici. Ils précisent très bien qu'un immense espoir qui a été levé par la chute du régime de Bachar el-Assad est une bonne idée d'inviter un président terroriste. S'il se plie, écoutez la suite, elle est jussive. S'il se plie aux lignes rouges de l'Élysée, le président syrien pourrait voir se lever les sanctions économiques envers son pays. Vous comprenez pourquoi je dis que Ali Bongo, Olingi, Omar Bongo, les Sassou Nguesso, les Nguema, les Biya, nos parents là, ils ont fait d'eux des prisonniers que nous sommes les seuls à pouvoir les libérer. Si nous ne libérons pas nos parents là de cette prison, demain matin vous allez voir dans les journaux français comme ils ont écrit Obiangema voleur, Obiangema braqueur de caisse de l'État, Obiangema criminel. Ils vont écrire ça partout. Les voilà. Ils disent que si celui-ci se plie aux lignes rouges tracé par l'Élysée, le président syrien pourrait voir se lever les sanctions économiques envers son pays. Il peut suivre. Ce monsieur-là était un djihadiste d'abord. Après, il était un islamiste. Après, un acteur qui était Al-Qaïda. Après, il est redevenu Daesh. Après, il est redevenu Al-Qaïda, qui a abandonné le djihad international pour adopter le djihad national, nationaliste. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Le djihad ne se fait pas avec les bonbons et les biscuits et les roses. Le djihad se fait respecter par des crimes, des attentats, des bombes. On vous fait comprendre que ce monsieur-là dit, il a abandonné le djihad international. Il est retourné au djihad nationaliste pour continuer à tuer les personnes. Mais aujourd'hui, il est reconnu par la France. La France doit l'accueillir. La France doit l'élever. Je voudrais donc ici dire à mes parents que vous êtes. J'ai voulu, à travers ces quelques mots, vous faire comprendre, si je m'en tiens à ce qu'on dit, que le pouvoir vient de Dieu. Vous avez eu le temps de comprendre, de lire, d'écouter les conseillers qui sont autour de vous. Vous voyez à quoi donc vous aurez servi ces conseillers? À vous envoyer dans la perdition. Parce que ceux qui étaient censés vous dire la vérité étaient considérés comme étant vos ennemis à abattre. Ça vous a donc réduit à devenir des toutous. À devenir ce que vous êtes là. Quand vous vous asseyez chez vous aujourd'hui, vous regardez le bilan, vous regardez vos fins de vie,
le fin de vos parcours, les fins de vos règnes, est-ce que vous croyez que elles sont élogieuses? Non. Vous avez bien eu la volonté, n'est-ce pas? Mais vous avez plutôt eu peur de perdre vos privilèges et d'être assassiné. Mais seulement, quoi que vous fassiez, vous serez assassiné. Parce qu'on vous a déjà tué devant votre peuple. Votre peuple retiendra une chose. Sassou Nguesso n'a rien fait pour ce pays. Sassou Nguesso n'a rien fait. Omar Bongo n'a rien fait en dehors de son bling-bling personnel. On dira que voilà, qu'est-ce que... Mais, vous avez vu, chaque fois qu'on devait convoquer le président, convoquer, oui, ce n'est pas une invitation. Chaque fois que le président africain était convoqué à l'Élysée, le président Idriss Déby était là-bas au moins 4 jours avant. Avant même que la convocation ne soit publique. Il était là-bas devant tout le monde. Les photos avec Macron, main posée sur la cuisse. Ils étaient comme avec le terroriste là. Ils étaient très proches. Des accolades. Idriss Déby a connu tous les présidents français. Son assassinat a été organisé par les mêmes. Même si son fils n'a pas été directement ou indirectement impliqué, il profite quand même de l'assassinat de ce père. Alors si ce fils-là ne tire pas des conséquences de ce qui s'est passé avec son père et réfléchir différemment, il finira comme lui. Tuer comme une chèvre, tuer comme un animal. Et on passera. On passe à autre chose. On te tue, on passe. Parce que ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Oui, monsieur. Alors, quand vous voyez que ce monsieur reçoit un terroriste, et vous voyez le théâtre qu'ils font là, dire que parfois, on a tué des Français dans des cafés. On a écrasé des Français en route à Nice. On a écrasé des Français innocents qui sont morts. Alors que ces crimes-là sont organisés par les autorités françaises. Vous pouvez me dire le contraire. Combien de Français sont en Syrie? Combien de Français sont dans des pays en train de poser des bombes? Combien de Français arrêtent au Mali, au Burkina, au Niger? Alors que des jeunes filles avaient dit à Macron un jour, nous avons un ennemi commun. Ne croyez pas seulement que c'est en Afrique. Mais cette jeune fille naïve, quand elle parle d'ennemi commun, elle ne savait pas qu'elle s'agressait comme ça à celui-là même qui finance, arme ces ennemis-là pour aller tuer et les Africains et les Français. Pour quel intérêt? Tout simplement parce que ces gens-là vivent toujours dans la gravité, vivent dans la guerre parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à proposer. Sinon, si ce n'est la guerre, c'est les contre-valeurs. Alors toute personne, fut-elle Donald Trump, fut-elle Xi Jinping, fut-elle Poutine, toute personne qui tente d'éclairer, tu deviens automatiquement leur ennemi. Parce que le monde doit diriger par des gens qui se font sodomiser par l'anus. Pour la plupart d'entre eux qui n'ont même pas d'enfants, donc ils ne connaissent pas la valeur de ce que c'est qu'un enfant. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal que Macron n'a pas d'enfant, le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie n'ont pas d'enfants. Bon, moi j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'ont racheté l'Ukraine. Alors ceux qui ont des enfants, alors vont se contenter de leur pouvoir. Ce n'est pas une histoire de Macron, c'est une doctrine qui est entretenue. Chirac est passé par là, Hollande est passé par là, Chirac est passé par là, Hollande est passé par là, Mitterrand est passé par là, Sarkozy est passé par là, Emmanuel Macron passe par là. C'est une doctrine qui est entretenue par ces gens-là. Tuer pour exister. Tuer pour exister. Oui, monsieur. Regardez la Suisse à côté. Bon, c'est vrai que la Suisse recueille tout ce qui sort de l'Afrique détourné. Mais combien de fois vous entendez des guerres là-bas? Monaco, c'est aussi un pays, hein? Oui. L'Angleterre, c'est aussi des pays. Pourquoi les terroristes n'agissent pas là-bas? Pourquoi les terroristes n'agissent pas à Monaco? Pourquoi les terroristes n'agissent qu'à un certain moment, quand ta côte est basse dans un pays? Observez la politique française. Dès que la côte est basse d'un président, c'est une bombe qui va exploser. Si on ne te parle pas des Juifs, la France a contribué à tuer ces Juifs que vous voyez là. Parce que vous ne connaissez même pas l'histoire des Juifs. Il faut aller lire, parce que les Juifs là, beaucoup de gens condamnent. Personne n'aimerait voir le sang couler, que ce soit du côté palestinien, que ce soit du côté des Juifs. Mais vous ne savez pas d'où viennent les Juifs. Ils viennent de très loin. C'est pour ça que le Premier ministre, je pisse sur la tête de Macron. Il n'a absolument rien à voir avec ce petit-là.
Parce que ce que ces gens-là ont fait aux Juifs, dans ce monde-ci, ils n'ont même pas encore parlé. Heureusement que ils ont réussi à entrer un peu partout. S'ils ne vous parlent donc pas des Juifs, ils ne vous parlent pas des Arabes, ils ne vous parlent pas de l'immigration, ils ne vous parlent pas des Noirs et des présidents africains, ils vous parleront de l'homosexualité et des guerres. Ils n'ont aucun autre projet. Aucun pays en Occident n'a eu le privilège d'avoir des terres africaines comme la France. Regardez ce qu'est devenu la France. La France, donnez 5 ans encore. Cette France-là, vous allez voir ce qu'elle va devenir. Tout simplement parce que la plupart des présidents qui sont passés n'ont jamais pensé la France. Non. Depuis que Donald Trump est arrivé, observez, la promotion de sodomisation a baissé. Parce qu'il était important ici dans cette société, il y a de cela 3 ans. Dès que tu regardes quelqu'un comme ça qui a porté un pantalon, qui serre ses couilles, qui serre ses fesses, porte un t-shirt ici, un homme, avec les couilles qui disparaissent. Dès que tu le regardes, non, tu es devenu homophobe. Ça te vaut une condamnation tout de suite. La promotion, tu dois être... Tout le monde était prêt à devenir homosexuel. Tout simplement parce que la promotion venait de France et c'est toujours Emmanuel Macron qui portait le drapeau. Quand ça part de là-bas, oui, c'est partout. Oh non, non, il faut de sodomifiants. Vous les avez vus, ce n'est pas moi qui le dis, hein, le voilà. C'est pas moi qui dis ça. La seule chose que j'ai ici, c'est d'exprimer le courage et de vous dire des choses. I don't care about my life. One day, I'm going to pass away like everyone else. You understand what I mean right now? Ce n'est pas une question de vie. Tu parles, tu meurs. Tu ne parles pas, tu meurs. Je préfère vous dire ce que j'ai dit, vraiment. Je dors avec mon ventre vide, ma tête claire. Je rêve, Dieu me bénit, je me lève le matin, je continue. Moi, au moins, j'ai déjà fait une chaîne. Je ne suis plus là un jour, j'ai réussi à s'aimer. Je ne suis pas sûr que j'aurai la même vie que Macron, parce que moi, on portera le nom de Nouma dans plusieurs endroits. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Apprenez à vous assumer. Ne vous faites pas esclavagiser par des personnes sans foi ni loi, qui ne pensent qu'à leur intérêt égoïste. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin et dire à mes parents. Si vous m'avez mis dans la catégorie des enfants qui parlent, pour vous éclairer, vous avez fait de moi votre ennemi. Je vous demande pardon, mais je ne peux pas m'excuser de vous avoir dit cela. Parce qu'il fallait que je vous dise ça. Pour votre intérêt personnel, pour notre intérêt à tous, commun. Pourquoi ces gens-là ne méprisent pas les Saoudiens? Ils ne sont pas plus riches que le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger. Tous ces pays africains. Je ne sais pas quel est le pays le plus riche qui dépasse tous ces pays que je viens de citer, le continent africain. Mais ils ont des limites. Parce qu'il y a des Africains, parce qu'il y a des chefs d'État et des rois dans ce monde-ci qui ont compris l'idéologie de ces présidents sans scrupules et qui manquent d'idéologie, qui n'ont pas de programme, en dehors de lire les discours. Les présidents français, seule chose qu'ils savent faire, lire les discours. Discourir le matin au soir. Ils lisent les discours. Ils se promènent, ils serrent les mains. Même dans leur propre pays, les gilets jaunes se lèvent, on tue, on perce les yeux, on casse les pieds. Personne ne bouge, même pas les Nations Unies. Donc ce n'est pas seulement une histoire d'Africains. Vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple? C'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous en êtes content des années après? De quoi? De sa disparition, de son assassinat. Moi, je ne peux pas me réjouir de la disparition de quelqu'un. Oui, mais dans le même temps, le résultat, il est catastrophique. Sur la question libérienne, est-ce que vous vous êtes pas un peu trompé? Tous ceux qui ont pensé qu'il fallait dégommer Kadhafi, quand on voit le résultat aujourd'hui. Et deuxièmement, il est clairement établi, certains chefs d'État d'ailleurs le dénoncent, qu'il s'agissait plus d'une manipulation que d'une véritable révolution en Libye. C'est facile, après coup, de venir parler. Maintenant, replongeons-nous dans le contexte. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Combien de temps cette guerre civile? Non, mais la guerre civile... Combien de temps cette guerre civile allait durer? C'est ce qui a été dit. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas combien de temps cette guerre civile allait durer. Mais d'autres tyrans tirent sur leur peuple. Pour autant, on ne voit pas l'intervention. Sans qu'on envoie les assassiner. Sur le sujet, Monsieur le Président, que les conséquences sont dramatiques aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Niger, avec le phénomène au Tchad, avec Boko Haram, découle de la déconstruction. En partie. On ne peut pas dire que la raison principale n'est pas la Libye. Ça en est tout de même une conséquence. C'est une conséquence, mais ce n'est pas la raison principale. Encore une fois, messieurs, aujourd'hui, un dirigeant ne tire pas sur son peuple. Et vous ne pouvez pas, vous, ici, en votre âme et conscience, nous reprocher d'avoir intervenu, d'être intervenu à ce moment-là, au moment où quelqu'un, avec les moyens puissants qu'il avait, tirait sur un peuple désarmé. Alors chacun